Bonjour Madame la Ministre. Bonjour PIS. Bonjour à tous. Eh bien, le nouveau rendez-vous du club de l'économiste reçoit pour vous Madame Rekia Madougou, ancienne ministre au Bénin, actuellement conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé. Avec les acteurs des médias, elle répondra aux questions de son livre Soigner les certitudes, récemment paru, et également aux questions d'actualité. Merci beaucoup, cher ami. Avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter le journal L'Économiste et surtout vous dire toute mon admiration. Admiration parce que depuis quelques années, j'avais commencé un petit peu à me désoler du paysage médiatique de mon pays parce que nous mettons trop d'accent sur la politique politicienne. Ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. Et de plus en plus, heureusement, je me réjouis de ce que certaines voix dans les médias commencent à comprendre qu'il faut beaucoup plus s'axer sur des questions de développement, des questions économiques, non pas en occultant les questions politiques qui sont très importantes, mais justement en taillant aussi une part importante aux questions de développement. Et donc vraiment, je félicite tous nos amis qui sont ici présents, parce que s'ils sont ici, c'est qu'ils s'intéressent également à ce que vous faites. Bravo et tous mes encouragements. Oui, cher ami, votre question revêt une importance capitale, en ce sens que, justement, je pars de la relation, de la narration, d'une expérience du domaine militant, de l'activisme, et j'en arrive justement à un militantisme économique. Ce militantisme économique est ce qui a été fondamentalement la motivation de cet ouvrage, qui en réalité n'est pas mon second ouvrage, c'est le quatrième, parce que celui qui est effectivement le second ouvrage, qui est lui d'ailleurs préfacé par Carlos Lopez, un des anciens secrétaires adjoints des Nations Unies, que vous connaissez d'ailleurs. Lui s'occupait de la Commission économique Afrique des Nations Unies, un grand économiste africain. Et ce second ouvrage, d'ailleurs, est intitulé, si je ne change pas le titre entre-temps, est intitulé « Vaincre la pauvreté en Afrique, l'économie sociale de marché, une troisième voie ». Donc, je suis toujours en train de le réaménager, mais c'est ça l'idée de fond. Et cet ouvrage est chez l'éditeur depuis plus de 4 ans. Hein. Mais mon sens du perfectionnement fait que chaque jour, j'ai une nouvelle idée à reformuler ou à ajouter, parce que justement, les expériences continuent de courir et j'aime bien vraiment ne pas figer les certitudes. D'où l'ouvrage que vous appelez le second, mais qui en vérité n'est que le quatrième. Les deux autres, entre-temps, justement, paraîtront. Et donc, pour moi, justement, il faut soigner les certitudes. Parce que, malheureusement, il y a tellement de préjugés sur l'Afrique, sur nos pays, sur même notre façon de penser le développement. On pense tellement les choses à notre place qu'il arrive un moment où, comme je l'écris dans l'ouvrage, justement, il faut curer les mentalités. Parce que parfois, les opinions sont vraiment de l'ordre des caniveaux. Et donc, il faut que nous arrivions à un curage de mentalité, que nous-mêmes, nous projetions une image belle, forte de nous. Mais si nous sommes tout le temps dans les plaintes et dans les complaintes, mais justement, on ne nous verra que comme des misérables qui ne sont même pas capables de comprendre ce qui leur arrive et surtout comment justement changer la donne. Et c'est ça, moi, qui m'a fondamentalement poussé. Et comme c'est un livre entretien, justement, je n'ai pas eu que la possibilité de dire ce que j'avais envie de dire. J'ai aussi été poussée à parler d'autres choses. Et c'est un peu ça la beauté de cet ouvrage, parce que vous y découvrirez des questions à la fois émanant de mon expérience, de mon parcours, mais toujours sous l'angle et sous l'aune des leçons qu'on peut tirer. Parce qu'en vérité, ce qui compte, comme je le dis toujours, ce n'est pas tant qui nous sommes, parce que qui nous sommes, ça c'est passager, ce sont les fonctions que nous occupons, mais c'est beaucoup plus ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs, nos convictions, ce qui motive nos journées. Je dois vous dire toute la vérité. Vous savez, depuis quelques années, j'ai été approchée par beaucoup de journalistes de renom au plan international que vous connaissez bien,
des écrivains aussi, des universitaires également, qui avaient voulu faire des recherches pour aboutir à une biographie autorisée de ma modeste personne. J'avoue que ça m'a toujours gênée, parce que ce que je me disais, je trouvais un peu la démarche narcissique, parce que vous imaginez sortir un livre ronflant, Rekia Madougou, ma vie, mon œuvre, enfin, j'estime que c'est un peu narcissique, et je pense humblement que ce genre d'ouvrage, même s'il peut raconter mon parcours, n'aura pas fondamentalement d'intérêt. En revanche, ce que j'estime qui peut avoir un intérêt, c'est de revisiter des pans de ce parcours, de revisiter des expériences de ce parcours qui ont été développées au Bénin et partout ailleurs, ou qui ont été développées grâce à mes soins dans les pays africains que j'accompagne, eh bien qu'on puisse justement revisiter ces expériences et qu'on puisse en tirer des leçons. Ça peut apporter quelque chose. En plus de cela, on y a mis justement des éléments essentiels de mon éducation qui ont eu un impact et un lien direct sur après mon parcours. Parce qu'il me paraissait important d'expliquer que finalement, le parcours, il ne se fait pas du jour au lendemain, mais il a des bases. Il commence bien par quelque chose et il y a aussi des motivations ou des freins qui l'animent. Et c'est ainsi que lorsque le jeune écrivain béninois, que je trouve très talentueux d'ailleurs, même si l'entretien n'a pas du tout été facile, Stéphane Saplogan, lorsqu'il m'a approché pour la même chose, lui-même était venu me voir pour une biographie. Je lui ai donné la même réponse que les autres, mais à un moment, l'entretien préparatoire, on va dire, ou l'entretien d'approche qu'il a eu avec moi, a été tellement challenging et tellement dur que je me suis dit, tiens, ce jeune-là, il a quelque chose. Il est audacieux, il était très impertinent, hein, comme je le dis, ça s'était très mal passé, mais justement, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont du cran, qui ont de l'allant et qui ont du talent. Et donc, je me suis dit, tiens, l'idée a germé dans ma tête, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne donnerais pas la chance à un jeune compatriote qui, je sais, est talentueux, et donc, on peut faire de belles choses ensemble. Et donc, d'une seconde à l'autre, ayant changé d'opinion, j'ai commencé à m'intéresser à lui et je lui ai dit, écoutez, M. Aplogan, voici ce qu'on va faire. Votre biographie, elle ne m'intéresse pas. En revanche, j'ai bien envie de faire ce parcours avec vous. Alors, ce que je vous suggère, que nous trouvions une formule pour que je puisse partager mon expérience, parce que par ailleurs, je voulais aussi régler la question de ces milliers de jeunes qui, partout où je passe en Afrique ou sur mes pages sur les réseaux sociaux, m'interrogent une bosse ou même sur mes murs en disant « Mais madame, nous voulons vous ressembler, comment vous faites, etc. » Ne pouvant répondre individuellement à tout le monde, je me suis dit, à travers cet ouvrage, je peux partager mes convictions et surtout mes moteurs. Qu'est-ce qui me challenge? Qu'est-ce qui fait que justement j'arrive à résister et à m'imposer? Et donc voilà, dans cet ouvrage, vous découvrirez à la fois ces expériences, mais aussi derrière ces motivations, ces challenges et ces défis. Absolument. D'abord, je ne m'adresse pas qu'aux Africains, parce que j'ai la chance et l'insigne honneur justement de parcourir des conférences internationales, d'être invité comme speaker un peu partout dans le monde. Et quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique qu'aux Africains. Je parle de l'Afrique aussi sur la scène internationale, pour qu'on regarde et qu'on voit l'Afrique autrement. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis tellement fière lorsque justement je suis contactée d'un peu partout dans le monde, récemment encore pour le prochain sommet mondial Turquie-Afrique, des gens que je ne connais pas du tout, la fêtière de la Turquie pour les hommes d'affaires m'a contacté directement à travers leur ambassade en disant qu'ils souhaiteraient que je représente les femmes africaines autour de ce forum économique. Pour dire quoi? Pour dire que moi je suis tellement fière parce que je trouve que c'est l'Afrique qui gagne. Je trouve que de plus en plus on commence à reconnaître la place de la femme africaine dans le débat économique mondial. Pour cela, il faut faire quoi? Il faut que nous donnions une autre image de l'Afrique, pour qu'on vienne vers nous, pour qu'on nous considère comme tel, pour qu'on cesse de pleurer sur notre chevet. C'est pour ça que je dis que, en vérité, l'une des certitudes qu'il faut soigner, c'est de se dire que l'Afrique a besoin de l'aide pour se développer. Cette aide-là, qui a une connotation d'assistanat, nous n'en voulons pas. En revanche, si nous nous retrouvions dans des concerts de partenariat gagnant-gagnant où la dignité du continent et de ses fils est maîtrisée, est maintenue, eh bien, on s'en sortira. C'est-à-dire que l'histoire, c'est vraiment de décomplexer nos relations avec le reste du monde. Parce qu'en vérité,
la supposée pauvreté dont on parle n'enlève rien à notre fierté de qui nous sommes et de ce que nous avons. Et c'est ça que moi j'appelle une invite à soigner les certitudes. Voilà, oui, merci. Voilà qui clôture le premier champ de cette interview. Dites-moi, est-ce que dans le public il y a d'autres questions? Oui, là j'ai une question. Allez-y, oui. Olivier Réguiste du journal Amour. Alors, Madame la ministre, je vous ai entendu dire que nous devons nous empêcher de nous plaindre sur nos sorts parce que ce faisant, les gens nous feront que nous jeter des miettes. Récemment, le chef de l'État, dans une interview à Jeune Afrique, a également émis une telle idée, à savoir qu'il faut se comporter dignement pour ne pas recevoir des miettes. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une sorte de rapprochement sur cet aspect en fait de la perception de la situation de nos États? Dans tous les cas, je voudrais juste vous faire remarquer que cet ouvrage a été écrit depuis plus d'une année, est paru samedi, et donc sans doute l'interview est venue après. Donc vous imaginez bien que c'est une conviction que je porte très 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 haut et très fort. Madame la ministre, votre livre paraît dans un contexte de réveil de l'Afrique. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est pour jouer un rôle de moteur dans ce processus que vous le lancez en ce moment? Et est-ce qu'un livre suffira à régler le problème? Je ne joue pas un rôle, le rôle m'habite. Parce que je suis bord-champ, je suis par monts et vaux sur ce continent, à travers différents pays, et à expérimenter des mécanismes de développement. La différence entre certaines personnes et moi, toute modestie gardée, c'est que moi je suis sur le terrain, je suis à l'œuvre de ce que je prône, je suis à l'œuvre des mécanismes dont je parle. Je ne fais pas qu'en parler, c'est pour ça que moi mes pensées évoluent, simplement parce que justement, plus vous expérimentez les dispositifs, plus justement vous découvrez des aspects à améliorer ou à renforcer, plus vous êtes tenu d'être au fait des choses, comment les choses évoluent ou s'opèrent ailleurs. Et c'est justement cette humilité de se dire qu'on ne finit pas d'apprendre. Moi, je vais tous les jours à l'école, hein. J'apprends tout le temps, je m'inscris tout le temps dans des universités dans le monde. Je m'inscris même dans des cours online et tout, parce que j'apprends. Parce que je ne veux pas me faire raconter l'histoire du monde. Je ne veux pas me faire raconter comment il faut avancer. Je veux apprendre de moi-même. Je veux savoir de quoi je parle et je veux surtout en fait mettre à côté la théorie et la pratique. Et c'est en cela que justement vous ne pouvez pas vous la faire raconter. Vous voulez juste vous-même comprendre et savoir faire. Et je voudrais quand même insister sur un aspect qui tout le long de l'ouvrage revient. C'est l'aspect relatif à la spiritualité de l'effort. Parce que ce que nous ne comprenons pas, vous allez rencontrer par exemple dans la société de l'aigreur chez certaines personnes. Mais ce que les personnes oublient de comprendre, ou plutôt feignent de ne pas comprendre, c'est la différence entre ces personnes-là et ceux et celles qui se battent pour s'en sortir, quel que soit leur niveau de responsabilité dans la société. La spiritualité de l'effort, c'est ça qui distinguera une personne de son collègue. Pourquoi? Parce que plus quelqu'un mettra du courage, mettra de l'allant à l'œuvre, plus justement il découvrira des éclaircies. Il rencontrera bonheur en chemin. Moins vous fournirez de l'effort, et ça je le dis même à mes enfants à la maison, moins vous fournirez de l'effort, moins vous aurez du succès. Personne ne dort et le succès lui tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Vous avez beau avoir de l'aigreur vis-à-vis de quelqu'un qui réussit, mais mon Dieu, si cette personne pouvait vous raconter sa vie, si cette personne pouvait vous raconter ses sacrifices, ce qu'il a dû abandonner, ce qu'il a dû lâcher, ce qu'il vit au quotidien justement pour pouvoir se maintenir en haut de l'échelle et même monter encore plus, c'est juste incontable. À présent, le deuxième champ de cette émission, Hugues Haro de l'Afrique en marche. Ces questions. Merci madame.
Très bien, parce que un autre concept que j'ai abondamment développé dans cet ouvrage, c'est la citoyenneté économique. Et je pense que ce concept répond fondamentalement à votre question. La citoyenneté économique, pour le dire en termes encore plus simples, c'est ce qui permet de rendre nos individualités solvables. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu appartenant à une nation, comment je fais pour être utile à cette nation, à moi-même et à ma famille? Et donc, comment puis-je être un agent potentiellement économiquement rentable, plutôt que d'être juste un citoyen qui cherche à ce que ses droits civiques soient respectés? Comment je fais pour aller au-delà? Et donc, à côté de la citoyenneté que j'appellerais civique, il faut promouvoir un citoyen de type nouveau, c'est-à-dire un agent économiquement rentable. D'où, pour moi, pour développer le continent, il faut que nous mettions en place des mécanismes de formation, d'éducation, de capacitation. Parce que, attention, la formation et l'éducation, ce n'est pas tout. Ce n'est pas elle qui donne les compétences. On peut aller à l'école, surtout dans les formations classiques, sans savoir rien faire. Donc, à côté de cela, il faut ajouter la capacitation, les renforcements de capacité par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, quand on a cumulé toutes ces compétences qu'on appelle, c'est le terme anglo-saxon qui le dit le mieux, skills, quand on a bâti les skills autour d'un individu, donc il faut créer les conditions pour que justement l'individu appartenant à une nation puisse obtenir ses skills, ses compétences pour pouvoir être un agent économique rentable. Et là, on aura créé une émulation autour d'une citoyenneté économique. Ce n'est que comme ça qu'on peut développer un continent. Figurez-vous que d'ici à 2050, l'Afrique passera de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants, avec une tension sur l'emploi de 450 millions de demandeurs d'emploi. Comment peut-on absorber tous ces jeunes-là et lutter contre le chômage? C'est justement à travers l'entrepreneuriat. D'autant d'ailleurs que 72% des jeunes du continent se disent prêts pour aller vers l'entrepreneuriat. Mais encore faudrait-il que justement les dispositifs soient mis en place, d'où moi ma bataille partout sur le continent en faveur de l'entrepreneuriat et donc de l'inclusion financière. Parce que qu'est-ce qui va alimenter, qu'est-ce qui va favoriser l'entrepreneuriat? C'est l'inclusion financière, c'est-à-dire la mise à disposition des ressources financières, des capacitations en matière de gestion entrepreneuriale, et bien au niveau des jeunes et des femmes qui souhaitent entreprendre. D'abord, il y a un résultat auquel on ne songe pas, mais qui est fondamental. Si, par exemple, les États africains s'engagent massivement sur cette voie, vous vous rendrez compte que progressivement, nos jeunes mourront moins dans la Méditerranée. Parce que justement, ils auront de quoi faire chez eux. Ils auront de l'espoir. Vous verrez également que le terrorisme, le djihadisme et tout ça sur le continent vont reculer. Parce que aussi, justement, il y aura moins de frustration et il y aura moins d'activités saines. Vous verrez simplement que notre croissance, elle sera plus belle. Pourquoi je dis notre croissance, elle sera plus belle? Aujourd'hui, vous allez entendre que le taux de croissance a augmenté. Évidemment, je parle en marge de la décrue que nous avons, de la rétraction de notre économie que nous avons du fait de la Covid. Mais lorsqu'on parlait de croissance en Afrique, vous rencontrerez plusieurs pays où la majorité de la population vous dira qu'elle ne sent rien. Mais pourquoi? Parce que justement, cette croissance-là ne sont pas inclusives. Comment fait-on de la croissance inclusive? C'est que pendant que nous investissons, c'est bien les infrastructures, on en a besoin pour le développement, mais pendant que nous investissons dans les infrastructures, arrangeons-nous pour privilégier les investissements structurants qui associent déjà au moment même de la production de la richesse nationale qui fait la croissance. Arrangeons-nous déjà à cette étape préliminaire pour associer, pour inclure le maximum de cibles. Parce que évidemment, si ces cibles-là ne sont pas incluses au moment où cela se passe, au moment où la production de la richesse se passe, forcément, en fin de rouleau, elles ne peuvent pas s'attendre à partager les fruits de cette croissance-là.
c'est là où justement on est obligé malheureusement de faire face à de l'assistanat. Mais l'assistanat en vérité ne développe pas un pays. L'assistanat, c'est une sorte de remise à demain du même problème. Il faut aller plus vers du social productif. Donc on fait du libéralisme, c'est important pour faire la croissance, mais à côté, on crée des mécanismes d'inclusion pour le partage de cette prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Je peux y aller. Oui, présentez-vous et allez-y. Toujours Jacques Bocot du journal Matin Libre. Alors Madame la Ministre, au-delà de l'entrepreneuriat, il y a la pauvreté qui sévit, surtout en milieu rural. Votre cheval de bataille, lorsque vous étiez au gouvernement, ministre en charge de la microfinance ou de la microcrédit, vous avez mis un accent sur ça. Les femmes, au lancement de l'ouvrage samedi dernier, je l'ai dit tantôt, vous ont célébré, ont magnifié votre approche de la gestion de cette microfinance. Aujourd'hui, de loin, ce n'est pas aussi loin que ça, quel regard portez-vous sur la façon dont ces microcrédits sont tirés aujourd'hui, parce qu'elles ont souhaité que ça se passe tel que vous l'avez fait lorsque vous étiez là. Quel regard vous portez sur ça? Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de figé. Les choses évoluent, les choses doivent être au besoin améliorées, chaque fois poussées de l'avant. En revanche, attention, comme je l'ai dit dans une interview accordée récemment à Financial Afrique sur les big data, comme je l'ai dit, faisons attention. Vous savez, certains pays africains aujourd'hui mettent la charrue avant les bœufs. J'aime beaucoup citer l'exemple du Kenya. Le Kenya, vous savez, qui aujourd'hui fait partie des pays africains qui ont le meilleur taux d'inclusion financière grâce au digital, en numérisant les services financiers. Mais pour ce faire, en amont, qu'est-ce que le Kenya a fait? Le Kenya, en fait, a créé des projets de partenariat public-privé. C'est associé à Vodacom, qui est donc une entreprise de télécommunications assez costaud, et pour améliorer les infrastructures de télécommunications, pour en amont améliorer l'accessibilité des bénéficiaires de services financiers aux terminaux et aux services que l'État souhaitait, à travers donc des partenariats avec le privé, mettre à leur disposition. Résultat des courses, c'est que une fois que les programmes tels que M-Pesa ont été lancés, M-Pesa c'est Mobile Money en fait. Dès que ces programmes-là ont été lancés, il y avait déjà une disponibilité d'accès, que ce soit aux terminaux, c'est-à-dire les téléphones et autres, et il y avait aussi une bonne connectivité. Et donc souvent ce que je conseille aux pays africains, c'est de régler en amont ces problèmes avant d'aller vers ces types de digitalisation pour ne pas créer de nouvelles exclusions. Parce qu'en voulant créer l'inclusion financière, en améliorant les services financiers, parce qu'on doit y arriver puisque la digitalisation permet d'accroître potentiellement le nombre de bénéficiaires, mais ce faisant, il faut surtout qu'on s'assure que on ne va pas créer de nouvelles exclusions, à savoir que ceux qui n'ont pas accès aux terminaux ou à la connexion à la fois GSM ou Internet ne puissent pas à leur tour se retrouver laissés en rade. Dernière question sur ce volet-là. Vous êtes à Lomé, du côté du Togo, il y a un moment, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État togolais à l'inclusion financière, vous l'avez rappelé tantôt. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suivi? Est-ce que vos conseils sont mis en pratique? Et est-ce qu'on peut avoir quelques effets sur le terrain? Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la fierté de vous dire que lorsque je suis arrivée au Togo et que nous avons eu l'insigne honneur avec le gouvernement togolais de les appuyer pour la mise en place du Fonds national de la finance inclusive, qui est un modèle amélioré et évolué du Fonds national de microfinance que nous avons ici. 4 ans après, le Togo est passé premier dans l'UEMOA en matière d'inclusion financière. C'est le Togo aujourd'hui qui a le premier taux d'inclusion financière, le meilleur taux d'inclusion financière dans la zone UEMOA. Ils étaient 4e, ils sont passés premiers en matière d'inclusion financière, c'est-à-dire le taux de bancarisation élargi aux institutions de microfinance. C'est formidable. Et il n'y a pas meilleur indicateur
pour montrer et expliquer que lorsqu'on investit sur ces cibles-là, eh bien, on a toujours du résultat. J'ai également le plaisir de vous dire que nous avons également accompagné en son temps la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un fonds similaire qui s'appelle le FAFSI. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'ouvrage. Et j'avais également le plaisir, récemment en Côte d'Ivoire, que la première dame de Côte d'Ivoire qui chapeaute l'initiative avec l'accompagnement du gouvernement, et bien que la première dame de Côte d'Ivoire ainsi que son Excellence le président Ouattara me fasse part de ce que l'initiative avait tellement prospéré et donc m'encourageait, me félicitait pour cette contribution à l'autonomisation des femmes ivoiriennes. Ce qui fait que justement la Côte d'Ivoire aussi fait partie aujourd'hui du peloton de tête en matière d'autonomisation des femmes. À l'époque, le Bénin était premier. Bon, évidemment, vous savez, c'est une course, hein, et donc plus on en donne, plus on évolue. Donc aujourd'hui, le Bénin est passé en seconde position et j'espère que la position du Bénin ne va pas se dégrader en la matière. J'espère et je croise les doigts. Madame la ministre, que pensez-vous aujourd'hui de la politique mise en œuvre par le Bénin en matière d'économie numérique? Écoutez, moi, je regarde plus la politique de digitalisation à travers le continent. Souffrez que, vous savez, comme je le dis, aujourd'hui, je suis une Africaine. Donc, je regarde l'Afrique par bloc. Je regarde l'UEMOA, je regarde la CEDEAO, je regarde l'Afrique centrale, je regarde l'Afrique australe, etc. Et donc, quand il m'arrive justement de travailler avec certains pays, justement, je regarde un peu plus en profondeur. Je ne travaille pas sur la question de la numérisation ou du digital au Bénin, mais ce que je sais, dans tous les cas, la 4e révolution dont on parle est indispensable, que ce soit en termes d'inclusion que nous recherchons, mais surtout en termes de catalyseur. Vous savez, le numérique est comme un catalyseur pour l'économie. Le numérique est comme un catalyseur pour même la vie civile. Vous savez, par exemple, l'accès au big data transformera, mais fondamentalement, nos économies. Pourquoi? Parce que justement, l'accessibilité à l'information transforme des vies. L'accessibilité aux données transforme même l'animation de la vie économique. Pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple des opérateurs qui arrivent pour s'installer ou des multinationales qui arrivent pour s'installer dans un pays, elles ont d'abord besoin de mégadonnées, c'est ça les big data, de mégadonnées pour connaître les consommateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de connaître les consommateurs, de connaître leurs habitudes, de connaître leurs besoins de façon très ciblée et de façon très pertinente? Eh bien, c'est justement le traitement des mégadonnées. Vous permettez, s'il vous plaît? Oui. Vous parlez d'argent économique rentable. Dans un contexte africain où l'activité la plus développée est l'agriculture, comment est-ce qu'on peut avoir des agents économiques viables alors que ce ne sont pas les producteurs qui fixent les prix de ce qu'ils produisent? J'aime beaucoup votre question, elle est très très pertinente, non pas que les autres ne le furent pas, mais surtout parce que vous avez mis le doigt sur la réalité de l'Afrique. Et merci de m'y avoir fait penser. Entre autres, en matière d'inclusion, nous avons monté un projet au Togo qui, en moins d'une année déjà, a commencé à faire cette preuve. Et ce projet, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques que j'ai également eu l'honneur de mettre en place avec le gouvernement togolais. Ce modèle s'est inspiré d'un modèle nigérien. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Nous avons tellement d'initiatives sur le continent qu'il faut qu'on apprenne à nous parler, à partager nos expériences entre nous. Vous voyez le Nigeria est à côté du Bénin. Le Nigeria n'est pas loin du Togo. Si vous prenez les zones agroécologiques du Nigeria, du sud au centre, au nord, ce sont les mêmes zones agroécologiques dans nos pays. Mais pourquoi souvent allons-nous chercher très loin des experts pour venir nous aider sur des sols qui connaissent très peu, alors que nous avons de l'expertise à côté. Et donc c'est pour ça que, à la faveur d'un échange que le président togolais avait eu avec le président Adesina de la BAD, qui est originaire du Nigeria et qui d'ailleurs, quand il a été ministre de l'Agriculture dans son pays, avait vraiment contribué à transformer l'agriculture, en tout cas du moins certaines filières dans son pays. Et donc nous sommes parvenus à monter un projet similaire. Au Nigeria, cela s'appelle le NIRSAL. C'est vraiment un mécanisme incitatif qui permet de partager les risques parce que l'agriculture est perçue comme très risquée. Et donc, vous avez très peu de financement bancaire qui
va vers cette agriculture. Or, comment voulez-vous développer un secteur sans l'alimenter? Et c'est de là qu'il y a eu des études qui ont démontré que le vrai mal de l'agriculture et qui fait que justement les producteurs n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds, les producteurs n'arrivent pas à vivre de leur art, c'est bel et bien parce que l'agriculture est perçue comme risquée, parce que l'agriculture a besoin d'une transformation structurelle. Mais pour que cette transformation structurelle s'opère, il faut filiariser et surtout penser l'agriculture ou les filières agricoles comme des chaînes de valeur. Vous savez, il y a tellement d'intervenants, il y a tellement d'interventions possibles sur une chaîne d'agriculture que finalement vous allez vous dire, mais tous les métiers du monde accourent autour de l'agriculture et de l'agro-business. Pourquoi? Parce que pour citer quelques maillons de la chaîne pêle-mêle, c'est que vous allez commencer par le sarclage, vous allez aller vers le semis, vous allez aller vers les traitements avec des intrants, etc. Vous allez aller vers la récolte en sautant encore des étapes. Hein. Vous allez aller vers la récolte, la conservation, la logistique pour déplacer le produit, la transformation et parfois même avant la transformation, il y a ce que les anglophones appellent le processing. Le processing qui n'est pas encore la vraie transformation, mais qui est une semi-transformation pour déjà rendre le produit disponible. Ensuite, vous avez la vraie transformation jusqu'à se retrouver dans l'assiette du consommateur. Donc, avant de se retrouver dans l'assiette du consommateur, il y a aussi le problème qui donc répond à votre question directement, qui est donc l'accès au marché. Nos agriculteurs, malheureusement, ont de grosses difficultés pour accéder au marché. Quand bien même leurs produits sont demandés, je prends par exemple un produit comme le manioc, qui a pratiquement 40 produits dérivés. Vous imaginez 40 produits dérivés, c'est un produit qui est très prisé dans le monde, que nos pays en Afrique de l'Ouest produisent, mais dont ils ne tirent pas profit. Pourquoi? Parce que justement ce n'est pas filiarisé, parce que cela n'a pas été pensé comme chaîne de valeur. C'est pour ça que sur le MIFA, par exemple au Togo, le mécanisme dont je parlais tantôt, on a d'abord pensé qu'il faut prendre des filières prioritaires. Il faut que nos pays cessent de penser qu'on peut faire du saupoudrage et être bon partout. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné se dire clairement les choses, oublier certaines filières qui ne sont pas potentiellement très rentables, choisir 1, 2, 3 filières maximum, injecter le maximum de ressources et d'énergie et en faire des produits phares. Si on peut déjà identifier chacun de nos pays par rapport à un produit particulier et justement mettre toute son énergie depuis la production jusqu'à la transformation, eh bien, on aura créé de la richesse, on créera de la valeur et on créera beaucoup d'emplois. Parce qu'autour de l'agriculture, vous avez l'agro-business qui est aussi un élément important de la transformation et surtout de la croissance économique d'un pays. Oh, je suis totalement reconnaissante à toutes ces personnalités, à ces jeunes et ces femmes qui ont rendu la cérémonie conviviale belle et surtout intéressante. Pourquoi je le dis? Vous savez, j'ai tenu à ce que ce lancement soit un lancement du vrai. Pourquoi je dis ce lancement soit un lancement du vrai? Beaucoup s'attendaient à voir sur les panels qui se sont déroulés, beaucoup s'attendaient à voir justement les sommités qui étaient là ou d'autres. Et puis non, j'ai vraiment préféré que ces panels-là soient animés par monsieur, madame, tout le monde, des jeunes que vous croisez dans votre quartier, des femmes, des mamans que vous rencontrez dans nos localités, tout simplement. Pourquoi? Vous savez, moi je me bats contre la dictature des élites. Je reconnais que je fais partie de cette élite, mais je sais que la dictature des élites tend à rendre la vie manichéenne, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre. Moi je refuse cela. Je refuse qu'on m'oblige dans le politiquement correct. Je fais les choses comme je le sens, je fais les choses comme j'ai envie. Et justement, j'avais envie d'être avec des gens vrais. J'ai envie que des gens s'expriment comme ils veulent. Et donc, c'est ce à quoi on a assisté. Et ces jeunes-là, on ne savait même pas ce qu'ils allaient dire en amont. Ces femmes-là, pareil. Et on les a laissés dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'elles ont envie de dire. Et donc moi, c'est beaucoup plus, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, beaucoup plus que les témoignages célébrant des personnalités qui étaient là et que je remercie du fond du cœur pour leur soutien, leurs encouragements et tout ça. Mais c'est fondamentalement ce que nous avons partagé avec ces jeunes et ces femmes
C'est ça qui m'a le plus impressionné. Si vous vous rappelez, vous qui étiez là-bas, moi j'étais très émue par le témoignage de Estelle Abouta, cette jeune athlète professionnelle béninoise dont la carrière a été brisée pour très peu de choses. Pour une histoire de 50 000 francs, vous imaginez un besoin de 50 000 francs. Enfin, quand je regarde ça, j'ai juste envie d'aller encore plus loin. Simplement parce qu'on voit comment des talents ne peuvent pas éclore plus loin, alors qu'elles participaient déjà à des compétitions au plan international. Et donc, cela m'amène à dire que nous pouvons faire beaucoup pour l'Afrique. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagée, par exemple, je me suis battue pour faire venir The Nest Afrique francophone dans la sous-région, à la fois sous-région ouest-africaine et Afrique centrale, en tout cas l'Afrique francophone en général. Pourquoi? Parce que cette initiative existait déjà, mais c'est surtout l'Afrique anglophone qui se l'était approprié. Et je voyais, et je me dis, mais c'est incroyable comment les jeunes Ghanéens, les jeunes Kenyans, les jeunes Tanzaniens, les jeunes Africains du Sud participaient, se vendaient, des gens qui venaient même d'origine modeste, hein, mais qui défendaient leur projet, on appelle ça pitchaient leur projet, mais avec beaucoup de bagou, arrivaient à vendre leur projet et arrivaient à obtenir des investisseurs américains, indiens, chinois et tout ça. Et je rêvais de ça pour mon pays. Je rêvais de ça pour la zone francophone où justement nous sommes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas démarcher ces gens-là? Et c'est comme ça que mon think and do tank, laboratoire de réflexion et de méthode, TIMEREM, a négocié un partenariat, signé donc ce partenariat avec des Américains, la compagnie Untapped, et c'est comme ça que nous avons monté cette initiative pour justement d'abord coacher les jeunes. Parce que ce dont on s'est aperçu quand on a lancé l'initiative, on a déjà eu plusieurs éditions dans la zone francophone, ce qu'on a remarqué, c'est que contrairement aux jeunes de la partie anglophone, c'est que les jeunes de la partie francophone, notamment les pays avec lesquels on a déjà fait, mais c'est pratiquement partout pareil, hein, Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, ces jeunes-là de la partie francophone avaient besoin qu'on leur apprenne d'abord à se vendre eux-mêmes. Parce qu'eux mettaient tout l'accent uniquement sur leur projet. Non, c'est faux. Quand vous allez défendre un projet devant un investisseur potentiel, la première chose qu'il cherchera à voir, c'est vous-même d'abord votre présentation. Parce qu'il faut que vous-même, vous suscitiez la confiance avant même qu'il n'aille plus loin dans votre projet. Or, en Afrique francophone, on a tendance justement, à cause des pesanteurs, à se cacher, à cacher qui on est, à cacher ses potentialités. Et non, quand on arrive, la première chose, c'est de faire effet. Qu'on arrête de se mentir. L'habit fait le moine. C'est pour ça que moi, je mets à la fois un soin sur le contenant et le contenu. C'est absolument important. Vous avez beau avoir le meilleur contenu du monde, si vous vous présentez mal, si vous vendez mal, personne ne vous fera confiance. Et donc, c'est cela que nous travaillons à décrasser, d'abord au niveau de ces jeunes-là, et ensuite, maintenant, on leur apprend aussi à bien présenter leurs projets. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, ce que nous avons noté, c'est que les projets sont présentés, mais l'essentiel, c'est-à-dire que ce qui va attirer l'intérêt de l'investisseur n'est pas suffisamment mis en amont. Parce que, écoutez, c'est déjà un privilège énorme de mettre en relation des investisseurs potentiels et des jeunes, parce que c'est ça qui manque le plus. Or, aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à cette jeunesse africaine avec mon carnet d'adresses et toutes ces personnalités et ces entreprises que je fréquente à travers le monde. Ce que je peux faire justement, c'est cette mise en relation-là, cette mise en contact entre des jeunes et des investisseurs potentiels, c'est-à-dire des business angels, des banques, des structures d'assurance, des sociétés de gestion, des sociétés de bourse, etc. Donc c'est ce que nous réussissons le plus à faire et de fort belle manière, grâce à Dieu. Ici? Oui, présentez-vous et posez votre question. C'est Apollinaire Borou de l'investigateur. Oui. Madame, bonjour. Quand on vous écoute, c'est intéressant, c'est bien beau. J'ai deux questions pour vous. La première, j'ai suivi votre développement par rapport à l'agriculture, c'est intéressant. Mais au moment où vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous avez pu proposer? Parce que tout le temps, on a chanté la richesse dont regorge la vallée de l'Oulé. Mais aucun gouvernement n'a jamais mis en pratique ce qu'il faut pour développer cette vallée. Merci pour la première question.
Je crois que si vous remontez dans le passé, le gouvernement auquel j'ai eu l'insigne honneur d'appartenir a été quand même l'un des gouvernements de ce pays qui a vraiment stimulé l'agriculture et certaines filières. Moi, j'ai encore des exemples en mémoire. Nous avons beaucoup appuyé, par exemple, le projet Songhai qui a formé énormément de jeunes à s'installer dans diverses vallées. Nous avons même multiplié à l'époque les duplications de ce modèle Songhai, qui est une approche intégrée très très intéressante. La preuve d'ailleurs, c'est que nous n'avons même pas suffisamment profité de cela au Bénin, et le frère Nzamjo a été amené dans d'autres pays africains pour faire cette expérience à échelle plus grande. Ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture, évidemment, reste le nerf de la guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Et surtout, moi, je me rappelle même à mon niveau de ministre de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes, tellement je l'avais déjà bien compris à l'époque, que nous avions des initiatives avec des organismes internationaux tels que le FIDA, qui nous accompagnait, comme par exemple ce projet du PNPE qui était destiné à la mise à disponibilité des ressources financières pour des petits producteurs. Et cela répond d'ailleurs à une question qui était passée tout à l'heure, parce que dans l'agriculture, il faut voir les grands producteurs et les petits producteurs. Les grands producteurs, c'est eux qui ont des modèles très capitalistiques, qui vont engager beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour autant que les petits producteurs, eux, s'en sortiront. C'est pour ça d'ailleurs que le mécanisme MIFA dont je vous ai parlé tantôt, qui est justement une approche qui aussi regarde un peu de près ce que les petits producteurs vont gagner, eh bien intègre ce qu'il faut mettre à la disposition des petits producteurs eux-mêmes pour que, à la fin du rouleau, ce ne soit pas que seulement les multinationales qui s'investissent dans l'agro-business qui s'en sortent, mais que les petits producteurs aussi, ceux qui sont dans l'agriculture familiale et qui ont le défi justement que leur œuvre soit rentable, et bien que ceux-là aussi on puisse veiller à ce que le dispositif ne les laisse pas en chemin. Justement, si vous me posez la question de façon aussi crue, je vous répondrai de façon aussi crue. Les plaintes et les complaintes ne nous avancent à rien. Imaginez-vous, depuis les indépendances, on n'a pas arrêté de se plaindre. Tantôt, on s'était plaint du colonisateur. Bien sûr, il y a eu la colonisation. Tantôt, et plutôt, on s'était plaint de l'esclavage. Bien sûr, il y a eu l'esclavage qui nous a fait du mal. Après, on s'est plaint de nos dirigeants qui nous ont conduits à l'indépendance. Ensuite, on s'est plaint de ceux qui nous ont amenés vers la démocratie. Ensuite, on s'est plaint, ensuite. Et je fais partie de ceux qui se plaignent. Hein. Sauf qu'à un moment donné, quand on regarde des peuples comme ceux d'Asie du Sud-Est, qui quand même ont évolué, quand on regarde des peuples comme ceux du Moyen-Orient, qui évoluent, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement? On sent une sorte de fierté, parfois même surdimensionnée, mais qui finalement les recentre sur leurs méthodes, sur leurs pensées endogènes. Et de cela, ces peuples-là puisent leur force, leur énergie. Mais cet optimisme qui naît de qui nous sommes, de ce que nous sommes et de nos potentialités, mais cet optimisme-là rend définitivement tout possible. Et c'est ce tout possible-là, c'est pour ça que moi je prône. L'Afrique aura toujours des difficultés d'ordre démocratique, l'Afrique aura toujours des difficultés d'ordre politique, mais moi je fais partie de ceux qui pensent, et si vous voulez bien exprimer mon propos, montrer l'intégralité, non pas les extraits de 2 phrases qui veulent dire le contraire de tout ce qu'on a développé, j'insiste dessus. Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui vont simplement condamner sans solution. Et je pense même que finalement, après l'expérience que j'ai, c'est que les condamnations et les complaintes, avant les solutions, déforment le débat et détournent le débat. C'est-à-dire que finalement, plus personne ne se préoccupe des solutions que vous avez proposées, mais crée de la polémique inutile autour des complaintes. Or, ce qui est important et ce que moi je me bats depuis quelques années à imposer, c'est ce qu'il faut comme solution, apporter des solutions. Combien de fois, chers amis, combien de temps nous allons passer à nous plaindre de ce qui ne va pas? Tout le monde connaît le diagnostic depuis longtemps. On fait des séminaires, des colloques. Moi, par exemple, quand moi je participe aux conférences internationales sur le développement du continent, souvent, avant de donner mon accord, je leur dis une chose. Moi, la partie diagnostic, épargnez-moi le diagnostic.
Je vais juste faire un petit rappel de 5 minutes parce qu'évidemment, pour pouvoir proposer des solutions, il faut qu'on puisse faire le lien avec les points de diagnostic qui m'intéressent. Mais je ne veux plus participer à des séances de réflexion ou à des séances d'élaboration de politique publique où que ce soit dans le monde tant que la part belle ne sera consacrée aux solutions, aux mécanismes, aux dispositifs qui peuvent nous permettre de sortir de l'ornière. Et donc, franchement, souffrez que je ne passe pas mon temps à me plaindre, à me complaindre de ce qui ne va pas sur le continent. On l'a assez fait, je pense que maintenant, place à l'action. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour ça? Mais justement, c'est pour ça que j'invite à soigner les certitudes, j'invite à ce que grâce à la spiritualité de l'effort, on bâtisse un nouveau citoyen économique rentable pour l'Afrique. Pour répondre à votre première question, figurez-vous que on ne l'a pas assez dit, mais je vais me faire taper sur le doigt, mais je vais le dire. La gouvernance, c'est même pas seulement en Afrique. La gouvernance dans le monde manque de visage et de cœur féminin. Et je le dis toujours, si l'humanité savait que femme pouvait, le monde s'en porterait bien mieux. Si l'humanité savait que femme pouvait, le monde s'en porterait bien mieux. Parce qu'une gouvernance au féminin n'est pas fondamentalement une gouvernance au rabais. Bien au contraire, c'est une gouvernance qualitative. Ce que vous ignorez et que moi je peux vous confirmer, pour avoir fait mes preuves, et je n'ai pas honte de le dire, je suis très fière de le dire, c'est qu'une femme qui arrive à une fonction de responsabilité se donne au moins 3 fois plus de moyens pour réussir parce qu'elle sait qu'en arrivant à cette fonction, on la voit déjà d'abord simplement comme un objet décoratif. On la voit d'abord simplement pour sa plastique. Puis, vous savez, vous êtes belle, vous êtes charmante, vous donnez le sentiment de maîtriser votre métier. Mais vous savez quoi? Vous avez le défaut de votre beauté. Et pour une femme, en tout cas ne pas être moche, est un challenge permanent. Pourquoi? Parce qu'elle doit tous les jours démontrer qu'elle est là, non pas par rapport à sa plastique, mais par rapport à ce qu'elle a dans sa tête, par rapport à ce qu'elle sait faire de ses doigts, par rapport à ce qu'elle peut savoir faire de son ingéniosité. Et donc cette gouvernance au féminin est tellement pleine de challenges que ça ne peut que donner un résultat positif à la fin. Parce que quand vous êtes un responsable, que vous vous retrouvez à un poste de leadership, tellement vous savez que vous avez besoin de résultats, et comme vous êtes tellement challengé parce que vous êtes de surcroît une femme, forcément vous donnez le meilleur de vous-même et vous irradiez la place. Et partout où vous passez, le poste de responsabilité auquel dont vous vous occupez, ben ce poste-là, on ne vous oubliera jamais parce que vous laisserez une trace indélébile. Et donc, faisons confiance à la femme. Et c'est pour ça qu'on a beau tout dire, moi je le dis très clairement, j'ai de l'admiration pour le président du Gabon, le président Ali Bongo. J'ai également du respect pour le président Faure Singbe, parce que ces deux hommes-là ont fait récemment confiance à des femmes pour être Premier ministre. Pour moi, c'est absolument fondamental. Et ces femmes-là qui ont été nommées Premier ministre, ce sont des femmes compétentes qui ont fait leurs preuves. Donc ce n'est même pas par la force des choses. Non, ce sont des femmes qui ont fait leur pas, qui ont fait leur classe, qui ont donné de leurs expériences. Ce sont des femmes qui, pour la plupart, ont été plusieurs fois ministres, ont géré des gros dossiers de l'État. Et donc, pourquoi ne devraient-elles pas avoir droit à diriger leur pays? Et moi, j'ai du respect pour ces hommes, ces leaders qui comprennent que si on fait confiance à la femme, on fait bouger l'humanité. Sa deuxième question par rapport à votre invitation, solidarité et humanité vis-à-vis des femmes. Ah oui, effectivement. Vous savez, j'aime pas beaucoup parler en public de ces questions, mais ne pas y répondre, je connais l'esprit retors de certains journalistes, sera tout de suite transformé en non. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des orphelinats et j'accompagne aussi des orphelins. Il y a d'ailleurs certains de vos collègues qui sont décédés il y a quelques années, dont jusqu'aujourd'hui, je continue de m'occuper de leurs enfants. Je leur paye la scolarité et tout ça. Pourquoi je le fais? Ces collègues-là, qui sont les vôtres, qui ont côtoyé à un moment donné ma modeste personne, Dieu les a rappelés et je me suis dit,
qu'est-ce que je peux faire en mémoire du parcours que nous avons fait ensemble. Et depuis toutes ces années-là, je m'occupe de leurs enfants. Et je reviens aux orphelinats en général. Ce sont des choses que je ne montre pas sur la place publique parce qu'on dit que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Surtout des orphelinats que vous accompagnez. Souvent, je trouve ça un peu indigne d'accompagner ces gens-là. Mais pour ceux qui veulent en privé, je peux vous montrer des super capsules vidéo. Moi, c'est ma satisfaction, c'est-à-dire où je vois des jeunes enfants handicapés qui me font des chansons, et qui me disent des bénédictions. Pour moi, ça n'a juste pas de prix. Et je me contente de ça, je ne les diffuse pas, ces vidéos-là, je ne les publie pas. Et justement, pour la belle histoire, vous savez, moi je suis très croyante et Dieu ne fait rien au hasard. Cet ouvrage-là, moi j'ai très bien compris qu'il a eu un succès phénoménal à son lancement. J'ai très bien compris que ce n'est pas pour ma modeste personne. C'est parce qu'à la base, j'avais destiné les recettes de cet ouvrage à ces orphelins à qui je paye la scolarité, à qui je donne à manger. Et ma mère, qui est très croyante aussi, et qui d'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, c'est Mère Teresa. Je tiens un peu beaucoup aussi mon cœur humanitaire et ma notion de solidarité de son éducation à elle. Elle donne à manger à tout le monde dans le quartier depuis qu'on est né. Elle est tout le temps en train de faire des dons aux pauvres de la famille et au-delà, etc. Et ce que je voudrais retenir de ça, c'est elle qui m'a dit, elle me dit, mais tu crois que ton livre-là a eu ce succès phénoménal parce que justement, on en a vendu 5 fois plus que prévu. Il est déjà en rupture. On a dû relancer l'éditeur. Vous avez suivi avec tout le monde. La vente à l'américaine, c'était plus de 700. Aujourd'hui, d'ailleurs, quelques jours après, nous sommes à plus de 1200 déjà en rupture. C'est-à-dire que les gens ont même payé en avance. Et ma mère, elle me faisait savoir, elle me dit, mais tu crois que c'est pour ta belle gueule-là que ce livre-là a prospéré comme ça? Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ceux pour qui tu as voulu le faire. C'est ceux-là, justement, que Dieu a voulu aider en le faisant. Et d'ailleurs, j'ai des orphelinats à qui je dois rendre visite d'ici demain avant de partir. Et justement, je veux déjà voir avec ces orphelinats-là les modalités donc, de transfert. Parce que je ne veux pas donner de l'argent liquide, je veux récupérer cet argent. Et qu'on m'indique clairement les écoles, que je paye la scolarité et les fournitures scolaires, et à côté aussi ramener des vivres et tout ça, voilà. Bon, malheureusement, par mesure de transparence, cette action-là, je vais devoir la publier, malgré moi. Mais il est important que ceux et celles qui, justement, ont contribué, parce que j'ai annoncé cela, il est important que ceux-là, justement... Et puis vous aussi, certains qui sont retors parmi vous, que vous ne me sortiez un jour, qu'elle a dit que c'était pour, mais on n'a pas vu. Donc malheureusement, la mort dans l'âme, je vais devoir informer autour de ça le moment venu. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et nous restons toujours à l'économiste. Hubert Dossou, s'il vous plaît, vos questions. Merci beaucoup, madame. C'est toujours par rapport à votre travail. Merci. Nous apprenons désormais l'avocat, c'est la pionnière de l'inclusion financière. C'est le magazine Forbes qui, il y a quelques années, m'a dénommé la passionnariat de l'économie inclusive. Et depuis, c'est resté, puis ça a été repris par d'autres canards et tout. Je ne sais pas, je dois dire que je rabâche tellement ce concept que ça peut effectivement inspirer des qualificatifs de cet ordre-là. Dans tous les cas, pour moi, je ne m'en lasse jamais, je ne m'en lasserai pas. C'est mon cheval de bataille, je vis pour ça, je vis de ça, et j'estime que tant qu'on peut être utile par rapport à son cheval de bataille qu'on maîtrise, il ne faut pas arrêter. L'inclusion financière, moi j'allais dire... c'est pratiquement un droit inaliénable et universel. Vous savez, par exemple, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les services universels. C'est-à-dire que même dans les zones les plus reculées, même vis-à-vis des cibles les plus défavorisées, il faut donner accès à des services sociaux spécifiques, comme par exemple l'électricité, comme par exemple la poste et tout ça. Il y a des services universels, par exemple, de la poste. Moi, je pense que dans un package socio-économique d'un pays, on doit toujours retrouver des instruments d'inclusion financière. C'est indispensable. Je donne un exemple. Quand le président Foria Simbe et son équipe élaboraient son projet de société pour l'élection précédente, je me rappelle très bien
que dans le package qu'il devrait proposer à chaque localité, il y avait évidemment les services sociaux de base, mais les services habituels qu'on connaît, à savoir, donc, comme je le disais tantôt, l'électricité, l'eau, l'accès aux infrastructures de télécommunications, etc. Et je me rappelle que l'accent a été mis sur la nécessité d'y ajouter des mécanismes de transformation de l'agriculture, parce que c'est indispensable pour toutes les localités, et sur des mécanismes de microfinance, évidemment les deux derniers relevant de l'inclusion financière. Justement, je ne sais pas si vous avez lu le dernier plan national de développement du Togo, qui est d'ailleurs en vigueur. La période va être réajustée justement, malheureusement, compte tenu de la Covid. Donc, toutes les économies du monde font face à ce réajustement. Mais du reste, le plan en lui-même, si vous le prenez, vous comprendrez les bases de ce succès que le Togo engendre depuis quelques années et surtout des ambitions comme vous en parlez. Il y a 3 axes fondamentaux dans ce programme, dans ce plan national de développement. Et encore une fois, je suis très heureuse de vous dire que ces 3 axes ont été bâtis de sorte que sur les 2 premiers axes, on fait de la création de croissance. D'accord? Parce que justement, on a aussi la transformation agricole, la transformation minière, les infrastructures et autres, dans les 2 premiers axes. Et au niveau du 3e axe, on a justement les questions de capacitation, de renforcement de capacité pour intégrer toutes les cibles de la population dans le processus de développement. Et aussi, on a donc toujours dans ce 3e axe les mécanismes d'inclusion, inclusion sociale, inclusion économique. C'est ça qui rend en fait ce parcours économique du Togo, c'est ça qui le rend appréciable. Dernière question, le Togo a surpassé plusieurs pays africains dans le classement du business. Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État. Quels sont les secrets qui ont favorisé cette chose au Togo? Justement, c'est la spiritualité de l'effort. C'est-à-dire que, vous voyez, j'y reviens toujours, c'est la spiritualité de l'effort. L'effort qui paye malgré tout, malgré toutes les difficultés, l'effort qui démontre que quand on y met de l'énergie, quand on y met de la vision, parce qu'attention, tout commence par la vision. Vous pouvez faire de l'effort, mais si vous n'avez pas tracé le chemin, si vous n'avez pas la vision et si vous ne vous associez pas de celles et ceux qui sont à même de vous aider à réaliser votre vision, vous allez passer à côté. Et donc, c'est cette spiritualité de l'effort qui met en œuvre une vision, forcément ne peut que vous donner des résultats. Et au-delà de ça, il y a aussi le faire savoir. Vous savez, beaucoup de pays africains, à un moment donné, ont été victimes, y compris le Togo, ont été victimes d'un déficit de faire savoir. C'est-à-dire que des choses se font, et pas des moindres, avec même du succès dans des microcosmes donnés, mais malheureusement, ce n'est pas su. Et ceux qui faisaient beaucoup plus de bruit, mais qui, au fond, n'avaient même pas beaucoup de résultats, étaient ceux qui étaient le mieux connus. Les systèmes sont de telle sorte que si on ne sait pas ce que vous faites, et c'est pour ça que je parlais tantôt de savoir se vendre, si on ne sait pas ce que vous faites, évidemment, il n'y a que les aspects négatifs que les gens veulent qu'on sache de vous, il n'y a que ces aspects-là qui seront véhiculés. Et donc, de plus en plus, des pays africains comme le Togo ont compris que le faire savoir aussi a de la valeur tout autant que le savoir-faire. Alors, vivre et travailler au Bénin, est-ce que cela ne vous manque pas, madame? Oui et non. Cela ne me manque pas parce que je me sens comme une citoyenne du continent et du monde. Moi, je prône une universalité, mais une universalité qui n'enlève rien à d'où nous venons. Je suis fondamentalement fière d'être une béninoise, je le revendique partout. Des fois, on me dit, mais finalement, c'est grâce à vous que je connais le Bénin, parce que je vous ai connu sur les réseaux sociaux, je vous ai rencontré à telle conférence, et après je me dis, mais c'est vous le Bénin, et puis je vais chercher. Non, je suis très fière, et c'est comme certains journalistes de la presse internationale qui me disaient au cours d'une conférence de presse qu'il y a 2 mots-clés. Quand on veut avoir des informations sur le Bénin, il y a 2 mots-clés qu'ils saisissent au niveau des médias internationaux. Je dis, c'est quoi ces 2 mots-clés? À l'époque, c'était paix à son âme, Albert Eboedja, Eric Yamadougou, et on arrivait à voir
toutes les actualités sur le Bénin. Bon, j'en ai rigolé, j'ai souri, mais pour dire que moi je suis très fière de mon pays et je pense que les difficultés, il y en a, mais je crois fondamentalement aux vertus du dialogue. Je pense que en dialoguant, en discutant, en essayant d'aplanir les difficultés nées des exclusions, on peut beaucoup faire avancer le pays. Au-delà des hommes, l'amour et la fibre patriotique doivent nous imposer l'avenir du pays comme une vision qui fondamentalement s'impose à nous tous. Quelle que soit notre appartenance politique, nous devons œuvrer ensemble à réfléchir pour le Bénin le meilleur que nous souhaitons. Oui, le Bénin me manque, mais oui, je suis heureuse parce que finalement, là d'où je viens au Bénin, c'est finalement à 2 heures de route du Bénin. Donc après, c'est un peu comme si je suis dans le même pays. Donc fondamentalement, si ce n'est pas la Covid, j'étais souvent au Bénin. Même le Togo ne me voit finalement pas tout le temps. Hein. C'est-à-dire que je suis tout le temps partie. Je voyage énormément. Donc après, même si je vivais au Bénin, ça sera pareil, quoi. Donc comme on dit, contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. Et je prends les choses très positivement. Vous savez, je suis très, très optimiste. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Sinon, ça inhibe l'action. Après, on est tellement malheureux qu'on n'arrive pas à agir. Nafiou Okouchola, rédacteur en chef de l'Économiste. Merci, chère consoeur. Madame la ministre, la monnaie unique de la CEDEAO, la monnaie euro, est-ce qu'elle peut constituer une solution durable contre le sous-développement du continent? Dans tous les cas, elle y participera. C'est-à-dire que la monnaie unique, il est clair, c'est quelque chose qui va restaurer la souveraineté à la fois politique et économique de nos pays. Mais attention, cette monnaie unique, malheureusement, ne sera pas la seule condition pour favoriser le développement. Les autres aspects qui sont importants, nous en avons parlé supra, mais il est important de se dire que cette monnaie unique que nous appelons de tous nos voeux et dont les travaux sont en cours, cette monnaie unique sera quelque chose qui va favoriser l'intégration de notre sous-région. En ce sens où une monnaie unique, non seulement elle facilite les échanges, mais surtout cela permet aux agents économiques d'être indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Il est vrai que finalement nous nous retrouvons dans une économie globalisée et que donc justement l'existence d'une monnaie crée ce qu'on appelle l'obligation de respecter des critères de convergence. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a plusieurs étapes qui précèdent la mise en vigueur de cette monnaie éco-là. Parce qu'il faut que justement les pays, les États membres de cette organisation, eh bien, remplissent des critères de convergence de leurs économies pour pouvoir donc arriver à avoir une monnaie unique. Nafiou Okouchola. Oui, merci. Alors, Madame la ministre, selon vous, l'éco doit-elle avoir une parité fixe ou une parité flexible? Et qu'est-ce qui vous permet de faire votre choix? Vous aimez les questions à double tour. Alors là, je vais parler en tant que Rekia Madougou, en tant que personne physique qui s'intéresse à toutes ces questions liées au développement de l'Afrique. Il est très clair que le choix de la flexibilité ou non d'une monnaie doit être fondamentalement inhérent à l'intensité des relations commerciales que le pays ou l'ensemble de pays entretient avec des partenaires internationaux. Et je vais donner un exemple. Une parité fixe à l'euro, est-ce que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique, ou plutôt de la sous-région qui doit porter cette monnaie? C'est une interrogation à laquelle il faut répondre d'abord. Ou alors, est-ce qu'il faut aller vers un panier de devises? C'est donc une parité flexible. Pourquoi je le dis? La zone géographique dont nous parlons, qui va porter l'euro, a des partenaires commerciaux, comme par exemple la Chine.
a des partenaires commerciaux comme les États-Unis. Une parité fixe à l'euro voudrait dire quoi? Une parité fixe à l'euro voudrait dire que les partenariats commerciaux que nous avons, les échanges commerciaux intenses que nous avons avec les autres parties du monde deviennent un peu défavorables en matière de monnaie. Puisque nous avons déjà ces échanges, et ça ne changera pas. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est pour ça que moi, personnellement, je prône pour une flexibilité, une parité flexible de l'éco avec une monnaie éco qui s'adosse à un panier de devises. C'est-à-dire pas seulement l'euro, mais pourquoi pas le dollar aussi et le yuan. Oui, merci. Alors, dites-nous, Madame la Ministre, parlons de la zone de libre-échange continentale africaine. Quelles sont les dispositions à prendre pour faire de cette zone-là un véritable outil d'intégration économique? Vous savez, moi, ce qui me plaît le plus dans cette zone de libre-échange continentale, ce sont ses aspirations. Et je voudrais vraiment que les motivations et aspirations, les ambitions que disent les objectifs fixés par cette zone-là, j'ai vraiment envie de plaider pour que ce soit mis en œuvre. Parce que ce qui nous pénalise beaucoup, c'est que quand vous regardez même l'agenda 2063 de l'Union africaine sur la prospérité du continent, est formidable. C'est un document mais extraordinaire. Mais dans la mise en œuvre, souvent nous peinons. Et il y a une aspiration qui, moi, me plaît énormément dans la zone de libre-échange continentale, la ZLECA. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que le commerce intracontinental ne représente que 16%? C'est-à-dire que l'Afrique ne commerce entre elles qu'à 16%. Et c'est ridicule. C'est ridicule. Quand vous prenez d'autres continents, ils commercent jusqu'à 75% entre eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'Afrique commerce avec, par exemple, les États-Unis et l'Asie à plus de 70%. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous exportons beaucoup notre richesse. C'est ce que ça veut dire. Mais quand je dis nous exportons notre richesse potentielle. Pas en termes d'exportation commerciale, mais en termes d'évasion. Or, aujourd'hui, ce que permettra la ZLECA, c'est d'intensifier justement la production locale. Parce que nous allons commercer entre nous. Donc, nous allons pouvoir plus produire ce dont nous avons besoin entre nous. Mais c'est formidable. Cela créera beaucoup d'emplois. Je l'ai dit tantôt, cela permettra d'ici quelques années de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté sur le continent. Mais en même temps, cela pose beaucoup de défis. C'est-à-dire que pourquoi cela va favoriser l'accroissement même de la richesse du continent? Cela va produire davantage. Cela permettra l'accroissement de notre produit intérieur brut. Mais à côté, les préalables, c'est notamment la question des infrastructures de transport, la question des infrastructures de télécommunications. C'est-à-dire qu'il faut que nous facilitions les échanges commerciaux. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'un produit qui quitte la Chine arrive en Afrique, revient moins cher qu'un produit similaire produit sur le continent? Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? On est en économie. Le bien, s'il revient plus cher, comment voulez-vous qu'il puisse être accessible à un plus grand nombre? Et donc, en vérité, en voulant aller vers la ZLECA, il y a aussi des challenges auxquels il faut penser en amont. Il y a par exemple les questions de normes et de certification qu'il faut aussi résoudre pour nos produits, ceux qui seront donc fabriqués sur le continent, pour que ces produits-là soient exportables. Ne serait-ce même qu'entre deux pays africains. Si, par exemple, le Bénin veut produire des biens agroalimentaires envers le Maroc ou autre, mais il y a des besoins de normes à remplir. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur le continent que nous n'allons pas faire face à des exigences. Mais tout cela se prépare. Et aussi, comment nous faisons circuler les flux de marchandises entre nos pays? Les transports, les moyens de transport de marchandises, les voies, les routes inter-États, comment sont-elles? Et donc, cela appelle à beaucoup de défis qu'il faut aussi penser en amont et investir dans ces infrastructures qui facilitent le commerce intracontinental. Il y a également les infrastructures de télécommunications qui aujourd'hui sont indispensables pour les échanges commerciaux.
Madame la ministre, je reproche à cet instrument qu'est la ZLECA de ne pas être appréhendé, de ne pas être suffisamment appréhendé. Au-delà de votre peine liée à sa mise en œuvre et tout, à la mise en œuvre de ses objectifs, comment fait-on pour en savoir beaucoup plus? Là, je ne serais même pas d'accord avec toi. Sur le constat, je suis d'accord qu'effectivement, l'instrument n'est pas encore assez approprié par les populations. Mais ce n'est pas la faute à la ZLECA, je suis désolée. Moi, j'ai eu l'honneur de participer au sommet des chefs d'État à Niamey l'année dernière sur justement l'opérationnalisation de la ZLECA. Mais ce jour-là, j'étais émerveillée. Vous savez pourquoi? Parce que ce sommet des chefs d'État a fait un grand pas en termes de vulgarisation, puisque des instruments ont été démontrés ce jour-là, des instruments digitaux, c'est-à-dire des sites internet. J'ai trouvé que nos chefs d'État avaient, malgré eux, évolué, parce que habituellement, ce ne sont pas des gens qui sont ouverts sur les moyens de communication. Mais je sais que la Commission de l'Union africaine, évidemment, a dû beaucoup y travailler. Et aujourd'hui, il existe une façon très ouverte qui permet d'aller à la recherche de l'information. Je sais par ailleurs que nous n'avons pas souvent la culture d'aller à l'information. Nous attendons que l'information vienne à nous. Or, quand on met à disposition des instruments pour mieux faire savoir ce qui se fait, il ne revient pas à celui qui met ces instruments à disposition d'aller chercher chacun chez lui pour dire allume ton ordinateur ou ton téléphone portable, tape ZLECA pour voir qu'est-ce qui est prévu. Ce qui risque de se passer, moi je vais vous le dire. Vous savez ce qui risque de se passer? Cet instrument-là, c'est vrai que son opérationnalisation a déjà été lancée, mais dès que cet instrument sera encore plus effectif, vous savez ceux qui en profiteront le premier? Ce sera les jeunes Africains anglophones. Parce qu'eux sont tellement alertes qu'ils vous posent même des questions sur ce qui est en cours. Et eux se préparent déjà. Nous attendons tranquillement, tout peinard. On attend qu'on vienne nous l'apporter dans notre maison. Et ce qui va se passer, vous allez voir, c'est les jeunes Ghanéens, c'est les jeunes Sud-Africains, c'est les jeunes Mozambicains, c'est les jeunes, pas Mozambicains, c'est les jeunes Nigérians. C'est eux, justement, qui vont le plus se l'approprier et le plus profiter de ces bénéfices. La fille au Bouchola. Oui. Madame, pour poursuivre dans le sens de votre développement, dites-nous, quand on va dire aux jeunes béninois, aux jeunes de l'espace francophone africain, quand on va leur dire que la ZLECA, quand elle sera mise en œuvre, que ce seront beaucoup plus les jeunes anglophones qui en profiteront. Et c'est sûr que les jeunes de l'espace francophone africain vont nous demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire nous pour profiter de cet espace-là? Si on nous demandait, on nous posait cette question, Madame la ministre, qu'est-ce que les jeunes africains de l'espace francophone doivent faire pour bénéficier des opportunités de la ZLECA au même titre que leurs frères anglophones? Je vous retournerai la question en disant simplement, il faut qu'ils fassent exactement ce que font leurs frères anglophones. De façon plus simple encore, il faut qu'ils aillent à l'information. Il y a tellement de dispositions qui ont été prévues dans cette ZLECA qu'il faut aller à l'information, chercher justement à les comprendre, à savoir par exemple quels sont les prioritaires, quelles sont les stratégies qui ont été proposées dans cette ZLECA pour justement se mettre dans ces créneaux-là. Parce que même il y a eu des secteurs porteurs qui ont été identifiés, qui seront les moteurs de cette ZLECA, mais il faut aller justement découvrir. Votre dernière question. Oui, dernière question, madame. Quelle appréciation faites-vous de la situation de la fermeture des frontières du Nigeria depuis le 2019? Moi, je voudrais déjà me réjouir de ce que les discussions entre les deux États se font de plus en plus intenses ces derniers temps. Et vraiment, je voudrais féliciter les deux parties et les encourager à poursuivre ces discussions. Vous savez, moi, j'ai eu très mal au cœur, mais je n'accuse aucune des deux parties parce que, évidemment, le Nigeria avait sans doute des raisons valables. Il ne faut pas se voiler la face, mais pour le mal que cela a fait à nos compatriotes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'économie informelle est la plus grande assiette économique dans notre pays, et notamment justement elle dépend beaucoup du Nigeria. D'ailleurs c'est une dépendance qu'il faudra
progressivement résorber en rendant notre économie, je ne dirais pas indépendante parce que le Nigeria est une chance pour notre pays en termes de marché, mais en même temps aussi, il faudrait trouver quelque chose qui nous rend, je dirais, plus autonomes. Et je m'en voudrais vraiment de ne pas plaider et surtout insister sur la nécessité de résoudre ce contentieux, mais qui, en tout cas, des indiscrétions que j'ai ça et là, va se résoudre bientôt. Il est important que nous œuvrions au renforcement de la démocratie dans notre pays et partout ailleurs sur le continent, mais il est aussi et surtout important que nous nous appesantions beaucoup plus sur les questions relatives au développement du continent. Je ne le dirai jamais assez. On se perd beaucoup en conjecture politique et on oublie l'essentiel. Chers amis, travaillons pour notre continent. Il y a tellement à faire, même vous-même. Vous êtes des entrepreneurs sociaux, vous êtes des entrepreneurs communautaires, vous ne savez pas. Vous êtes aussi des leaders dans vos milieux. Contribuez à l'apaisement, contribuez à la saine émulation politique, certes, mais surtout économique. Fortifiez les individualités, fortifiez les sociabilités économiques. C'est ça que l'Afrique pourra retenir d'essentiel par rapport à son développement. Nous en avons besoin. Et je voudrais inviter les jeunes et les femmes africains, parce que je l'accorde avec jeunes aussi. Je voudrais donc les inviter, disais-je, à cette citoyenneté économique que j'appelle de tous mes voeux. Je voudrais les inviter à cette positivité qui sortira l'Afrique de l'ornière. Parce qu'on ne le dira jamais assez, encore une fois, l'Afrique, c'est le continent de tous les possibles, le continent des miracles. Et voilà, c'est la fin de ce 4e numéro du Club de l'économiste, cette plateforme d'échange et de communication qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame la conseillère spéciale du chef de l'État togolais, Rekia Madougou, et également auteur du livre Soyez les certitudes. Merci à tous d'avoir été là. Merci Madame la ministre. C'est moi, Pis, et que la paix soit avec vous, comme le porte votre nom. Chers compatriotes,